Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, la Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle proposition de Racine de Ciel. Nous recevons ce soir, ou plus exactement c'est lui qui nous reçoit, Benjamin Stora, pour une double actualité. Tout d'abord, l'exposition Juifs d'Orient, en cours jusqu'au 13 mars 2022 à l'Institut du monde arabe. Ensuite, pour la parution aux éditions La Découverte de son histoire dessinée des Juifs d'Algérie, mise en images par Nicolas Lescanf. Benjamin Stora, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comme d'usage, et même si l'on ne vous présente plus, quelques éléments biographiques à destination de notre auditoire pour éclairer cette conversation. Vous êtes né à Constantine, en Algérie, le 2 décembre 1950, pays que vous quittez en 1962 avec vos parents pour vous installer en France. Historien, professeur des universités, spécialiste du Maghreb contemporain et notamment de l'Algérie, vous êtes l'auteur de près d'une quarantaine d'ouvrages sur la guerre d'Algérie, les mouvements migratoires, la décolonisation ou encore les relations entre juifs et musulmans, autant de thématiques qui restent au cœur de vos recherches. En décryptant de façon originale les mémoires plurielles de cette histoire commune sans les opposer, vous avez notamment ouvert la voie à une pratique totalement novatrice du travail d'historien. L'importance de votre œuvre écrite, mais aussi audiovisuelle, a permis de rendre accessible au plus grand nombre des sujets complexes en associant force et humanité du témoignage à la rigueur scientifique. Vous êtes l'auteur, à la demande du président de la République Emmanuel Macron, d'un rapport relatif aux questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie, dont la parution en janvier 2021 a fait grand bruit. Nous allons d'abord évoquer ici l'exposition Juifs d'Orient, dont vous assurez le commissariat général, puis l'histoire dessinée des Juifs d'Algérie, publiée cette année aux éditions La Découverte. Alors, Benjamin Stora, une première question au sujet de l'exposition. Quel est son propos général? C'est une grande première, mais quelle en est l'ambition? Écoutez, le propos général d'abord, c'est de suivre une sorte de trilogie. Juifs d'Orient se situe à la suite de deux grandes expositions que l'Institut du monde arabe avait organisées. La première grande exposition en 2014-2015 sur les musulmans, avec la question du pèlerinage à la Mecque. La seconde grande exposition en 2017-2018 sur les chrétiens d'Orient, donc là aussi qui racontait l'histoire longue des chrétiens d'Orient. Et enfin, donc, à la suite de l'exposition des chrétiens d'Orient, pour clore en quelque sorte cette trilogie consacrée à l'histoire des grands monothéismes, des trois grandes religions, eh bien, il s'agissait bien sûr de parler, d'évoquer les Juifs d'Orient au sens large, qui vont du Maroc pratiquement jusqu'en Irak, mais aussi avec une sorte d'embardée de détour jusqu'en Iran. Donc c'est une exposition qui a pour objectif de raconter une histoire depuis ses origines jusqu'à la fin, mais en insistant beaucoup sur les origines, c'est-à-dire une histoire au fond qu'on connaît très mal, qu'on connaît peu, celle de communautés dispersées pratiquement sur l'ensemble du bassin méditerranéen, en grande partie de ce qu'on a appelé ensuite, plus tard, le monde arabe, le monde musulman, le monde méditerranéen, des communautés très très importantes qui ont existé depuis des millénaires. C'est une exposition dont le sous-titre est une histoire plurimillénaire. Vous savez, les Juifs ont existé avant l'apparition du christianisme, et donc par conséquent, l'exposition retrace cette longue histoire à travers des objets, à travers, disons, des photographies, des reconstitutions. Par exemple, l'exposition montre la plus vieille synagogue en Orient, en Syrie, avec des photos qui ont été prises l'an dernier en Syrie, d'une synagogue de Bouros en Syrie, une des plus vieilles au monde. Et l'exposition montre aussi, par exemple, des inscriptions hébraïques
sur une pierre d'un cimetière de Volubilis au Maroc, avant, disons au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pour vous dire l'ancienneté d'installation de cette histoire, avec aussi d'autres, bien sûr, d'autres exemples dont on pourra évoquer, disons, leur statut, comme la présence des Juifs d'Espagne en Andalousie, avec les manuscrits originaux de Maïmonide, qui était un grand savant, penseur, théologien juif, qui part disons, de Tolède, Cordoue, qui va mourir ensuite au Caire, et l'exposition trace ce parcours, il est au cœur, disons, de cette histoire, l'itinéraire de Maïmonide, dans la mesure où nous montrons pour la première fois des manuscrits de la main même de Maïmonide, avec des livres écrits en hébreu et en arabe, car la plupart de ces savants, de ces intellectuels juifs, de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'histoire médiévale, eh bien, écrivaient dans les deux langues, mais principalement l'arabe était leur langue de communication pour toutes ces communautés. Puis ensuite, bien sûr, l'histoire, eh bien, c'est celle de l'arrivée de l'islam, c'est bien sûr l'expulsion des Juifs et des musulmans d'Espagne, enfin des Juifs d'Espagne sont partis avec ce qu'on appelait la reconquête en 1492, donc les tentatives de conversion forcée qui ont amené les Juifs à quitter l'Andalousie, se réfugiant dans l'Empire ottoman ou en Afrique du Nord, et ensuite, après, bien sûr, la décolonisation, la création de l'État d'Israël, le conflit israélo-palestinien et le départ des Juifs d'Orient. La plupart, disons, des communautés juives d'Orient donc, ont quitté, disons, cet univers pratiquement des années 50, de 1950 à nos jours. Alors, je disais en préambule que cette exposition était une grande première. Pourquoi, à votre avis, cette histoire n'avait-elle encore jamais été évoquée dans toutes ses dimensions et surtout dans la dimension fondamentale de cet ancrage plurimillénaire? Bien, parce que c'est le fracas de l'actualité, des actualités récentes, qui ont interdit qu'on pose un regard, disons, plus posé sur l'ensemble de cette histoire. Parce que cette histoire, malheureusement, on l'a interprétée, on l'a regardée par sa fin, c'est-à-dire par la séparation, les exils, les guerres, les exodes, etc., sans voir toute la richesse, disons, de cette histoire, faite à la fois, bien sûr, de convivialité, mais aussi de conflits. Puisque le statut, par exemple, des Juifs en terre d'islam, c'était le statut de dhimmi, c'est-à-dire de sujets qui à la fois étaient protégés, mais soumis, comme d'ailleurs les autres religions du livre. Donc ce qu'on ne percevait pas peut-être, c'est ce que cette exposition a voulu mettre en valeur, ce qu'on ne percevait pas suffisamment, c'était l'ancienneté. Et dans le fond, cette exposition est une grande première parce qu'elle rassemble un certain nombre d'objets qui n'avaient jamais été rassemblés en un seul lieu, avec des reconstitutions aussi, puisque lorsqu'on rentre, lorsqu'on pénètre dans l'exposition, il y a la reconstitution d'une synagogue de Tolède, par exemple, du XIIIe siècle. Donc c'est assez spectaculaire d'ailleurs. On a par conséquent des objets de culte, bien sûr, du culte des juifs existants, les menorahs, bien sûr, on a les rideaux de la Torah, etc. Et tous ces objets de culte venant d'un certain nombre de pays ont été rassemblés dans un seul lieu pour la première fois à l'Institut du monde arabe. C'est ce qui donne cette particularité, cette singularité de cette exposition, c'est-à-dire ce rassemblement en un seul lieu, à la fois d'objets cultuels, culturels, photographies, objets de culte, etc., etc. C'est la première fois, disons, qu'on retrace l'intégralité de cette histoire dans un seul lieu. C'est d'où ce caractère exceptionnel de ce qui se passe en ce moment à l'Institut du monde arabe. Alors, vous l'avez dit, cette exposition raconte aussi l'histoire de la longue coexistence entre juifs et musulmans. À l'heure des crispations communautaires et des raccourcis idéologiques, le rappel de cette histoire commune, malgré peut-être la division des mémoires, en tout cas des mémoires récentes, vous semble-t-il de nature à contrecarrer les stéréotypes? Oui, parce qu'en fait, le problème, lorsqu'on évoque cette histoire de cohabitation, de vivre entre ces deux grandes communautés pendant des siècles, cette histoire, elle hésite entre deux extrêmes, soit la description d'une sorte de paradis, de convivialité, d'harmonie joyeuse, à travers la musique, à travers les rites culinaires, etc. Ou alors, l'autre extrémité, c'est celle de l'enfer, c'est-à-dire
soumission, les brimades, les exactions commises contre les communautés juives sous l'islam. Donc on hésite dans ces histoires en permanence entre enfer et paradis. Grosso modo, hein, c'est les deux termes, disons, de description et d'oscillation entre ces deux histoires. Alors, l'exposition a pour objectif précisément de trouver ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait dire une juste mémoire, c'est-à-dire d'essayer de se situer entre ces deux extrémités. Ce que j'avais d'ailleurs essayé de faire avec Abdelwahab Medeb lorsque nous avons dirigé une encyclopédie qui s'appelait Histoire des relations entre juifs et musulmans, qui a été publiée en 2013. Et cette exposition, d'ailleurs, Juifs d'Orient, se situe dans la continuité de ce travail, de cette encyclopédie qui avait été publiée en 2013. Donc, il faut à la fois expliquer qu'il y a eu des moments de convivialité, de circulation culturelle, évidemment, de passage culturel important, indéniable. J'ai parlé tout à l'heure du parcours de Maïmonide, par exemple, mais aussi des moments très graves de conflictualité et de répression. Je pense par exemple, à titre d'exemple, ce qui s'est passé sous la dynastie des Almohades, qui étaient des rigoristes de l'islam et qui ont persécuté les communautés juives, notamment dans l'Afrique du Nord et en Andalousie, et les invitant à une sorte de conversion forcée, aboutissant quelquefois à des disparitions de communautés. Donc ça a été par conséquent des périodes qui ne sont pas les mêmes, suivant qu'on se situe par exemple dans une dynastie comme les Omeyyades, comme les Abbassides ou comme les Almohades. On a des périodes différentes, et pour terminer bien sûr l'Empire ottoman. C'était une très très grande histoire des Juifs dans l'Empire ottoman et qui s'est terminée au XXe siècle notamment avec l'apparition des nationalismes, et les nationalismes qui conduisent, disons, aux indépendances ont abouti aussi à des choix pour les communautés juives, soit aller et rester dans les nouveaux pays indépendants qui émergeaient à la faveur de ce qu'on appelle le nationalisme arabe, soit aller vers l'Occident, quitter l'Orient, aller vers l'Occident, pas simplement d'ailleurs vers Israël, mais vers l'Occident, au sens large, vers la France, l'Europe, les États-Unis, etc. Et donc on a eu par conséquent, avec l'effondrement de l'Empire ottoman, la dislocation de cet empire, la naissance des nationalismes, eh bien, un départ progressif et important de l'ensemble de ces communautés, de l'ensemble du pourtour méditerranéen. Alors, vous avez parlé de l'ouvrage que vous avez coécrit avec Abdelwahab Medeb. Je voudrais signaler à nos auditeurs que la 4e partie de cet ouvrage a fait l'objet cette année d'une réédition en format poche dans la collection Espace Libre chez Albin Michel, sous le titre Juifs et musulmans, échanges et différences entre deux cultures. Ça a été réédité donc en 2021. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette exposition à Juifs d'Orient, les éditions Albin Michel ont décidé effectivement de diffuser à nouveau, de publier, disons, c'est la dernière partie qui est consacrée en fait à ce qu'on a appelé la transversalité. Transversalité, c'est-à-dire le partage des langues, le partage des cultures, les formes pouvant exister, y compris de syncrétisme, par exemple dans les liturgies religieuses, dans la musicalité pouvant exister. Donc il y a une sorte de transversalité culturelle qu'on a voulu mettre en valeur. C'est pour ça que le sous-titre de cet ouvrage, c'est à la fois les échanges et les différences, bien entendu, et les oppositions qui ont pu exister entre ces deux grandes communautés. Et c'est cet ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Albin Michel. Alors, parmi les communautés juives d'Orient et d'Afrique du Nord, venons-en, si vous le voulez bien, à celle dont vous êtes vous-même issu, la communauté juive d'Algérie. Vous avez choisi de raconter son histoire en collaboration avec le dessinateur Nicolas Lescanf. Tout d'abord, pourquoi le choix d'une histoire dessinée? À quel lectorat vous adressez-vous? Le choix, c'est effectivement de s'adresser à un autre public. Un public plus jeune, plus attiré par la bande dessinée, par l'image, par la force des images d'ailleurs. J'avais déjà publié une histoire dessinée de la guerre d'Algérie aux éditions du Seuil en 2016, et je m'étais aperçu que ça avait remporté un très très grand succès. Et j'ai publié déjà l'histoire des Juifs d'Algérie à travers des ouvrages comme Les Trois Exils ou l'histoire de ma propre enfance, Les Clés retrouvées, que j'ai publié en 2015. Et donc là, cette fois-ci, je me suis dit, dans le fond, pourquoi ne pas essayer de passer par le biais de la bande dessinée pour s'adresser à un public beaucoup plus jeune et beaucoup plus large.
c'est-à-dire qui permettent, disons, une transmission mémorielle beaucoup plus efficace que la notion classique de livre telle que nous le connaissons depuis toujours. Donc voilà pourquoi il y a eu ce choix de passage à la bande dessinée, qui est aussi un défi, parce que le passage à la bande dessinée, c'est aussi l'écriture d'un récit sous la forme d'un scénario, un peu comme un film. Hein. C'est pas simplement la reproduction mécanique d'un ouvrage déjà écrit, bien entendu. Il y a la fabrication d'une histoire qui suit un personnage ou plusieurs personnages, qui fait des flashbacks et des retours en arrière, des projections en avant. Donc il y a toute la mise en place scénaristique par conséquent de tout un récit historique. Alors bien sûr, il y a dans les récits historiques la tentation même de la fiction, c'est-à-dire d'imaginer, en restant au plus près bien sûr de la réalité, mais d'imaginer des discussions qui peuvent exister entre des personnages ayant réellement existé, mais ces discussions ne sont pas forcément dans la réalité objective, hein, ce sont aussi des reconstitutions. Donc il y a par conséquent tout un travail qui a été fait avec Nicolas Leutskamp, qui est un dessinateur qui est très doué. Il y a par conséquent tout un travail, disons, de reconstruction du récit historique sous une forme scénarisée, pour essayer de capter l'attention le plus possible. Alors effectivement, ce livre reprend des thèmes évoqués dans vos précédents ouvrages, les 3 exils et les clés retrouvées. Mais vous êtes ici en fait à la fois David, le personnage qui va à la recherche de son histoire familiale, et le professeur qui la lui raconte d'un point de vue beaucoup plus scientifique. C'est un positionnement affectif, aussi bien que scientifique, je viens de le dire, au service d'une véritable transmission, mais aussi à hauteur d'homme. Oui, tout à fait, parce qu'il y a le récit historique général qui figure en arrière-plan sans cesse hein, de l'histoire. Les grandes migrations, les grandes invasions, les guerres, bien entendu, etc., qui figurent. Hein. Il y a des grandes chronologies, d'ailleurs, hein, qui figurent à l'intérieur de cette histoire. Mais, effectivement, vous avez raison de souligner que pour capter l'attention du public, il faut effectivement qu'il y ait des grands personnages, des personnages importants, hein, qui puissent disons, être saisis dans leur vécu. Alors, par exemple, bon, j'en prendrai quelques-uns. Bon, la femme dans cette bande dessinée très importante, c'est la Kaena, la reine des Aurès. Cette femme dont on ne sait pas si elle était réellement juive, etc., qui s'est affrontée aux cavaliers arabes au 7e siècle, qui est une sorte de légende. Hein, donc on a reconstitué sa vie, ses combats, la Kaena, c'est le plus important, tout un personnage. Il y a un autre personnage dont on parle aussi beaucoup dans cette bande dessinée, c'est naturellement Crémieux, Adolphe Crémieux. Il y a écrit ce fameux décret Crémieux qui a donné la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, qui étaient des indigènes, mais qui se sont séparés hein, des autres indigènes, c'est-à-dire les musulmans, ce qui a entraîné bien sûr à la fois un processus d'assimilation culturelle très fort, hein, des Juifs d'Algérie à la société française, très très fort. Beaucoup de Juifs d'Algérie sont extrêmement attachés au nationalisme français, même pas simplement à la République, y compris le nationalisme. Hein, ça va très très loin dans le processus d'assimilation culturelle, mais en même temps, la séparation avec les origines, la séparation avec la langue arabe, la séparation avec les autres indigènes musulmans, par conséquent. Et lorsque, disons, c'est la guerre d'Algérie qui termine cet ouvrage, hein, cette bande dessinée va éclater, eh bien, les Juifs d'Algérie sont déjà français depuis 6 générations. Donc, le processus d'assimilation culturelle a fait son œuvre. Donc, le départ, pratiquement, était inévitable hein, de ces Juifs d'Algérie. Mais il y a une séquence, quand même, historique, avec des personnages qui discutent, qui est très importante. C'est la séquence de l'abrogation du décret Crémieux, 1940, par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain décide d'abroger ce décret, et donc les Juifs d'Algérie redeviennent des indigènes. Ils sont privés de tous les droits, et c'est une des premières mesures que prend le maréchal Pétain lorsqu'il arrive au pouvoir, en octobre 1940, et donc par conséquent les Juifs sont immédiatement chassés des écoles, de la fonction publique, ne peuvent plus exercer leur métier, y compris des professions libérales, etc. etc. Ça s'est fait en Algérie en octobre 1940, et le livre s'attarde bien sûr sur cet épisode très très particulier d'une histoire du rapport des Juifs d'Algérie à la société française.
Oui, nous allons y revenir si vous voulez bien. C'est ce que vous appelez d'ailleurs le deuxième exil. Mais venons-en d'abord au premier. Contrairement alors à une idée reçue, les Juifs d'Algérie ne sont pas subitement devenus français en 1870 par la baguette magique du décret Crémieux. C'est un processus d'assimilation qui s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus ancienne. Votre famille d'ailleurs, les Stora, étaient déjà français à ce moment-là, puisqu'ils l'avaient été par le Senatus Consulte de 1865. Dès 1939, une commission d'enquête se penche sur le statut des Juifs. L'exemple d'assimilation des Juifs français depuis la Révolution française étant en effet très inspirant. Alors, comment pouvez-vous nous raconter d'abord quelle était la situation de la communauté juive implantée en Algérie depuis plusieurs siècles au moment de l'arrivée des Français et comment ce processus d'assimilation, dont le décret Crémieux est l'acmé, s'est-il lentement mis en place? Alors là, en quelques minutes, pour raconter l'histoire des Juifs d'Algérie sur plusieurs siècles, c'est un défi, évidemment. Et lorsque les Français arrivent en 1830, effectivement, la communauté juive d'Algérie, environ 25 000 personnes, 30 000 au maximum, bon, est une communauté indigène qui, tout le monde ne parle que l'arabe. Hein. Il y a une assimilation culturelle qui s'est opérée depuis 10 siècles, depuis 1000 ans, conséquent. Et donc, il y a cette proximité très forte avec la culture arabo-musulmane, berbéro, des Juifs d'Algérie, bien sûr, qui eux-mêmes, d'ailleurs, en grande partie, sont d'origine berbère. Bien sûr, je parlais de la Caïna tout à l'heure, de cette reine des Aurès, donc berbère, bien sûr. Et donc, on a par conséquent une communauté assez petite quand même, 30 000 personnes, avec 3 millions environ de musulmans. Et il est évident que pour la France, cette petite communauté de 30 000 personnes est très précieuse, parce que ce sont des indigènes, bien sûr, qui parlent que l'arabe, c'est leur langue maternelle, naturelle, bien sûr. Ils peuvent servir par conséquent d'intermédiaire dans un premier temps entre le conquérant français, celui qui arrive, le militaire français, et la population indigène musulmane dans sa grande majorité. Donc ils sont dans un premier temps considérés comme des intermédiaires possibles. Et puis petit à petit, eh bien, va s'imposer la nécessité de faire de ces intermédiaires des citoyens français à part entière, progressivement. Vous avez signalé le fait que certains ces Juifs d'Algérie deviennent français avant le décret Crémieux, c'est le cas par exemple d'une partie de ma famille, mais la grande masse, bien entendu, va devenir français automatiquement par le décret Crémieux de 1870. Alors, la question ensuite de l'appartenance pleine et entière à la culture française va être beaucoup plus longue. Elle va s'étaler sur 2-3 générations, c'est-à-dire elle va aller jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et là, on a par conséquent, au sortir de la Première Guerre mondiale, la sensation d'être français, parce que les Juifs d'Algérie ont versé le sang dans la Première Guerre mondiale, les tranchées, etc., etc. Et donc, il a fallu pratiquement 2 ou 3 générations, jusqu'en 1939, pour que le processus d'assimilation culturelle française fasse son œuvre. C'est-à-dire, progressivement, eh bien, il y a abandon des traditions et des coutumes ou costumes indigènes. C'est ce qu'on voit dans la couverture de mon livre. C'est une photo de ma famille, en fait, puisque mon grand-père est habillé en costume ottoman. C'est une photo de 1914 avec ma grand-mère, elle aussi. Ils sont habillés en costume d'apparat, un costume ottoman, en 1914. Mais après la Première Guerre mondiale, mon grand-père n'est plus du tout habillé de cette manière-là. Il est vêtu, comme on disait à l'époque, à l'européenne. Donc, vous voyez, c'est l'évolution qu'on peut voir dans ce processus à la fois long mais rapide, quand même, d'assimilation culturelle lorsqu'on arrive en 1939. Lorsqu'on arrive en 1939, effectivement, les Juifs d'Algérie se vivent, leur immense majorité, comme des Français à part entière. Ça fait trois générations qui sont Français, c'est beaucoup. Hein, donc, bien sûr, il y a eu l'attraction de la culture française, des écrivains français, de la musique, bien entendu, puis la langue française hein, qui est parlée, avec l'abandon progressif, surtout dans les grandes villes. Pas tellement dans les campagnes, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs aussi qui habitaient dans les campagnes, mais dans les grandes villes comme Alger ou Oran, il y a progressivement l'abandon de la pratique de la langue arabe au profit de la langue française et bien sûr de l'hébreu, mais cette fois-ci uniquement dans la sphère religieuse. Donc on a par conséquent cette situation extraordinaire qui fait qu'en 1940, comme je le disais tout à l'heure, lorsque le décret Crémieux est abrogé, bien, les Juifs d'Algérie, le ciel leur tombe sur la tête. Parce qu'ils n'ont pas du tout ce sentiment d'être extérieurs à la nation française. Ils ont été, depuis 3 générations, au minimum d'ailleurs,
déjà des Français à part entière, mobilisés sur le front, médaillés, pour certains, croix de guerre, c'était le cas de mon grand-père, qui avait perdu un bras, 1917, etc. Donc il y avait par conséquent ce phénomène d'une assimilation très profonde, et puis cette extraordinaire désillusion, extraordinaire surprise par l'abrogation du décret Crémieux, hein, qui est très mal vécu, bien entendu. Hein, dans les années 40-43, c'était vraiment une relégation de la sphère publique, enfin c'est une mise à l'écart de la sphère publique qui a été très très mal vécue, mais ça n'a pas empêché les Juifs d'Algérie, pour une grande partie, pour une majorité, de vouloir revenir, hein, dans la nationalité française en 1943, 44, 45, jusqu'à choisir la France lorsque la guerre d'Algérie va éclater et jusqu'à la fin, c'est-à-dire le passage à l'indépendance de l'Algérie. Alors il y a quand même des Juifs d'Algérie qui ont été en faveur de l'indépendance algérienne, mais ils étaient minoritaires, hein, par rapport à l'immense majorité de cette communauté. Mais il y en avait une petite minorité qui était favorable à l'indépendance algérienne en rapport avec une tradition indigène maintenue. Et l'immense majorité, je l'ai déjà dit, arrivée à la 5e ou 6e génération, malgré la catastrophe pétainiste de 1940, sont restés fidèles à cette histoire française. Il a quand même fallu, après la guerre, demander le rétablissement du décret Crémieux. Je pense par exemple à l'intervention du grand rabbin Maurice Eisenbeck, que vous évoquez dans ce livre. Ce rétablissement n'allait-il donc pas de soi? Non, non, il a fallu attendre un an après le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942, parce que celui qui va être au pouvoir, c'est le général Giraud, qui lui est antisémite. Il le dit carrément, ouvertement. Enfin, on a du mal aujourd'hui à voir ce genre de choses. Et c'est le général de Gaulle, lorsqu'il prend le pouvoir contre Giraud, en juin 43, l'été 43, qui va rétablir le décret Crémieux un an après le débarquement anglo-américain. Donc, il y a eu toute une bataille qui était très importante, qui a duré une année. Ça n'allait pas de soi, effectivement, ce n'était pas évident. Il y a eu des controverses et des batailles extrêmement importantes. Mais après, évidemment, il y a eu ce rétablissement du décret Crémieux et ensuite les Juifs d'Algérie se sont lancés, pour certains d'entre eux, à la reconquête des biens qui avaient été spoliés. Parce que la plupart de leurs biens avaient été spoliés, appartements, champs, je ne sais pas quoi, enfin bon, propriétés privées, etc. Tout avait été confisqué et spolié. C'était le cas, je le raconte dans mon livre Les Clés retrouvées. Bon, c'était le cas de la famille, dont les appartements, les biens, tout ça avait été entièrement spolié. Et les vichistes qui s'étaient emparés de tous ces biens ne voulaient pas les restituer, parce qu'ils pensaient que c'était légal, en fonction d'une loi française de 1941, donc ils ne voulaient pas les restituer, tous ces biens. Donc ça a été très compliqué, la restitution de tous ces biens. Alors, vous avez évoqué précédemment le positionnement de la communauté juive pendant la guerre d'Algérie. En octobre 1956, le FLN, par l'intermédiaire d'Aban Ramdan, adressa une lettre au grand rabbin Eisenbeck, que j'ai cité précédemment, pour demander aux Israélites d'Algérie, je cite, de prendre parti. Est-ce que l'option de la neutralité a en quelque sorte, à votre avis, hypothéqué l'avenir de la communauté in situ? Ils se sont effectivement, dans un premier temps, réfugiés dans une sorte de neutralité, dans la mesure où beaucoup de leaders de cette communauté avaient plaidé pendant tout un temps pour l'extension du décret Crémieux aux indigènes musulmans. C'était leur position. Hein, c'était une position de type camusienne, en fait, fondamentalement, c'est-à-dire la recherche d'une égalité politique, mais au sein de l'Algérie française. Mais cette neutralité, dans cette guerre qui devenait de plus en plus cruelle, de plus en plus terrible, de plus en plus importante, a creusé le fossé, et cette neutralité a volé en éclats. À partir notamment de la bataille d'Alger, après d'ailleurs cet appel dont vous avez parlé, de 1956, mais en 1957, le fossé est beaucoup trop grand entre les communautés françaises et algériennes et musulmanes, et donc il y a par conséquent le fait de choisir son camp, être d'un côté ou de l'autre, etc. Et progressivement, à partir de 1957, 1958, etc., eh bien, les Juifs d'Algérie vont être des partisans de l'Algérie française. Hein, ça ne veut pas dire de l'OS, hein, on confond tout maintenant, etc., parce que l'OS c'est à la fin de la guerre d'Algérie, mais en fait, ils vont suivre la France. Et encore une fois, il y a une minorité qui s'était rangée du côté du FLN, d'Algériens, mais la grande majorité, dans le fond, qui était française depuis 6 générations,
eh bien, ne voyait pas d'autre avenir que d'aller rejoindre la métropole, c'est-à-dire de rejoindre la France. D'autant que un grand nombre de ces Juifs d'Algérie, depuis le temps, étaient devenus des gens qui étaient dans la fonction publique. Ils étaient agents des impôts, infirmiers, policiers, douaniers. C'était aussi, ils étaient devenus dans la société coloniale, disons, des fonctionnaires d'État, pour une grande partie d'entre eux. Et donc, ils suivaient leur administration. Et lorsque l'indépendance est arrivée, eh bien, dans le fond, ces fameux postiers, infirmiers, agents des impôts, instituteurs, eh bien, ils ont choisi leur administration. Et ils sont partis vers la métropole, ils sont partis vers la France. Alors, vous évoquez dans ce livre, comme dans l'exposition d'ailleurs, l'apport culturel des artistes juifs d'Algérie qui contribuèrent notamment à populariser la tradition musicale arabo-musulmane. Parmi eux, Cheikh Raymond Léris, dont l'assassinat en 1961 fut un véritable électrochoc pour la communauté juive de Constantine. À travers cette personnalité emblématique, c'est la coexistence harmonieuse et une certaine forme de réciprocité qui sont touchés de plein fouet. Oui, tout à fait, parce que Raymond Léris, on appelait Cheikh Raymond, qui chantait en arabe, évidemment, qui a la musique traditionnelle andalouse, ce qu'on appelle le malouf, qui était très près, par conséquent, qui vivait complètement dans le monde musulman, le monde arabo-berbéro-musulman, judéo-musulman, je ne sais plus comment il faut appeler tout ça. C'est un personnage qui était très proche, par conséquent, et qui a été assassiné. À partir de ce moment-là, à partir de juin 1961, effectivement, dans toute l'Algérie, ça a sonné comme un signal de départ. C'est-à-dire qu'il y avait la peur qui l'a emporté sur tout le reste, sur toute l'histoire ancienne. Les peurs l'ont emporté. Et donc, la plupart, effectivement, des Juifs d'Algérie, en quelques mois seulement, se sont arrachés à des siècles d'histoire, très vite, très rapidement, pour aller vers la métropole. Ça s'est produit en quelques mois, et notamment l'accélération s'est faite après les accords d'Évian de mars 1962. Alors, en 1962, effectivement, près de 130 000 juifs quittent l'Algérie devenue indépendante. La majorité d'entre eux pour la France, quelques milliers pour Israël, 3 à 4 000 restent en Algérie, jusqu'à la décennie sanglante des années 1990. Ce que vous appelez le troisième exil n'a-t-il pas, avec l'assimilation des Juifs d'Algérie à l'identité pied-noir dans son ensemble, alors même que leur présence était bien antérieure à la conquête française, contribué, si ce n'est à l'effacement, du moins à la méconnaissance de leur histoire singulière? Tout à fait. Il est évident que ce départ à l'intérieur de la communauté européenne, pendant tout un temps, a effacé les traces d'une histoire bien plus ancienne que celle de la présence française. Et pendant tout un temps, ce qu'on appelait les Juifs d'Algérie étaient complètement fondus dans la communauté pied-noir et se revendiquant, j'allais presque dire de manière exclusive, de cette appartenance. Bon, le cas le plus célèbre, on le sait, c'est celui d'Enrico Macias, bien entendu, qui a été identifié comme un chanteur pied-noir pendant très longtemps, pendant 20 ans, 30 ans, etc. Or, aujourd'hui, nous savons, parce que lui-même le dit, parce que lui-même a changé de registre musical, en reprenant d'ailleurs la tradition musicale de Cheikh Raymond, de Raymond Léris, qu'il y avait à l'intérieur, disons, de cette communauté pied-noir, eh bien, une communauté juive qui n'était pas tout à fait une communauté pied-noir comme les autres. Et donc cette différenciation a mis beaucoup de temps à s'opérer, et c'est opéré par l'intermédiaire des jeunes générations, c'est-à-dire de ceux qui étaient nés en France après l'indépendance, mais qui voulaient savoir d'où ils venaient, de quel Orient ils venaient. Ils n'étaient pas, disons, entièrement des pieds noirs, ils n'étaient pas non plus des Algériens musulmans. Alors, qui étaient-ils exactement? Ils sont partis à la recherche de leur histoire, et c'est grâce à eux, j'allais presque dire, que j'ai commencé à retravailler sur cette histoire lorsque j'ai publié Les Trois Exils. C'était pour répondre à ce besoin venant des nouvelles générations qui cherchaient à se situer dans cette histoire extrêmement complexe. Eh bien, c'est une très belle conclusion. Benjamin Stora, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la revoir, ainsi que les précédentes éditions de Racines de Ciel sur notre chaîne YouTube.
le livre de Benjamin Stora que je vous montre avec effectivement ce magnifique dessin qui reproduit une photo de 1914 est disponible chez notre partenaire à Ajaccio, la librairie La Marge. Merci à Nicolas, notre régisseur. Merci à Michel Leca, évidemment, d'avoir permis cette rencontre. Nous nous retrouverons donc en début d'année 2022 pour de nouveaux rendez-vous. Bonne fin de soirée et bonne fin d'année à tous et à toutes. Bien sûr. Alors, après ça a été Les histoires de... du monde, libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. J'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont invités là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère aux plus grands rêves. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. J'en piqué, moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Sur la route, que l'écrivain me rattrape sur le chemin.